Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le face-à-face. Le face-à-face avec Laurent Michelon, entrepreneur en Chine et auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée aux éditions Perspectives Libres. Bonjour Laurent Michelon. Bonjour. Alors Laurent Michelon, écoutez, je suis content de vous accueillir parce que vous, au moins, vous ne parlez pas de Chine à 10 000 kilomètres en se disant je connais tout de la Chine parce que j'y suis passé pendant 1 semaine, 2 semaines ou même 3 pour apporter du Doliprane et pour leur donner la recette de cela. Non, vous passez encore, d'ailleurs vous êtes à Paris en ce moment, vous avez passé 15 ans à Pékin, 3 ans à Hong Kong et 6 ans à Taïwan, c'est-à-dire 20 ans. Vous avez vécu en Chine depuis 20 ans, pratiquement. Alors, on va en parler, et on va parler de cet événement d'actualité, quand même, qui a été assez remarquable, sinon remarqué par certains. C'est la rencontre entre Xi Jinping, le maître de la Chine, enfin le président de la République chinoise, et Vladimir Poutine à Moscou, c'était encore hier, ils étaient ensemble. Et ce qui m'a beaucoup frappé, je ne suis pas le seul, c'est Xi Jinping qui dit à Vladimir Poutine, écoutez, ce que nous vivons et ce que nous allons faire, c'est un changement comme on n'a pas connu depuis 100 ans. Alors c'est quand même pas rien, même si c'est de la rhétorique politicienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, vous qui connaissez bien la Chine d'avant Xi Jinping et de maintenant? C'est-à-dire que ce qui se passe entre la Chine et la Russie, c'est un véritable signe, il n'est pas le seul, d'un bouleversement du monde. Oui, et ça n'a pas été assez relaté dans nos médias qui ont, on va dire, parlé de cette rencontre un peu comme une rencontre de 2 dictateurs qui se mettent d'accord sur un certain nombre de dossiers, alors qu'en fait, je dirais que c'est un événement, on va dire, un peu dans l'amplitude de Yalta. Ah oui, pour vous, c'est aussi important que Yalta. C'est aussi important que ça. Alors, la différence, c'est les Indiens auraient pu y être, et on verra que de toute façon, ils y sont quelque part. Ils y sont, exactement. Ils ont été raccrochés au projet on en parlera tout à l'heure. Mais c'est un Yalta sans occidental. Alors pourquoi un Yalta? Parce que il y a des décisions qui ont été prises par ces deux dirigeants qui auront une envergure mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont entériné la multipolarité. La Chine, qui jusqu'au mois de novembre 2022 au G20, au sommet du G20 à Bali, était encore dans une recherche de détente avec les États-Unis, a complètement recalibré sa politique vis-à-vis de l'Occident, puisqu'elle a compris depuis le G20 que l'affaire des ballons espions, son plan de paix pour l'Ukraine qui a été balayé d'un revers de la main aussi bien par les États-Unis que par l'Union européenne, tout un tas de mesures qu'elle a prises depuis ont complètement été ignorées. Donc elle a bien compris que elle était après la Russie, elle était la prochaine sur la liste. Donc il y a vraiment eu un recalibrage rapide qui a été fait, je pense, qui était en préparation depuis longtemps. Et on voit que les nouvelles routes de la soie, qui étaient un projet purement chinois jusqu'à récemment, Xi Jinping a annoncé pendant sa visite à Moscou qu'il souhaitait que ce projet soit relié à l'Union économique eurasienne, qui est un projet russe. Donc ça, c'est une première chose. Oui, que les routes de la soie seraient liées. Exactement. Alors qu'avant, on parlait de compétition entre les deux projets. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça a été annoncé publiquement. C'est un projet eurasien, donc maintenant qui va concerner la Chine et la Russie. Et l'Europe, si elle veut, parce que justement, c'est ce qu'expliquent les deux dirigeants, c'est qu'ils ne forment pas une alliance contre l'Occident. Ils sont au contraire bien... ils se mettent en porte-à-faux par rapport au concept d'alliance. Ça c'est, je dirais, que c'est des éléments de langage, parce que, de fait, tant que l'Europe sera arrimée à l'Amérique, le problème est posé. Alors, effectivement, parce que c'est une coalition, quelque part, face à l'Amérique. Ou pas. C'est l'Amérique qui a on va dire, modelé le paysage international, comme depuis la guerre en Irak, en disant, vous êtes avec nous ou contre nous. Or, la Chine n'est pas pro-russe, notamment dans l'affaire de l'Ukraine. Elle est pro-paix. Elle a présenté un plan de paix. Elle est pragmatique. Elle est pragmatique. Elle n'a pas. Et les États-Unis ont, pour une deuxième fois en 1 an, ont refusé le cessez-le-feu en disant
il n'y aura pas de cessez-le-feu parce que le plan de paix chinois ne sera pas accepté parce que la Chine n'a pas dénoncé l'opération spéciale russe. Donc on voit que c'est on va dire un hégémon, ce que j'appelle l'hégémon dans mon ouvrage, qui est belliqueux, qui tord le bras aux autres acteurs internationaux, qui ne veut pas reconnaître l'hégémon américaine. L'hégémon américain, anglo-américain, on va dire. Qui va de Washington à Bruxelles en passant par Londres. Donc la Chine et la Russie ont bien dit, on n'est pas une alliance, c'est pas un retour de la guerre froide. Juste un mot, avant, on va reprendre, c'est passionnant en tout cas ce qui se passe, mais on va reprendre ça avec Laurent Michelon, c'est qu'on a vu, et sur les réseaux sociaux, et de ce point de vue, béni soient les réseaux sociaux, même s'il y a le meilleur et le pire, c'est qu'on a vu Joe Biden, sénateur, en 97. Il disait, je parlais avec les Russes, et je leur disais, écoutez, oui, mais on peut aller jusque-là, mais pas loin. Il dit, mais si vous continuez comme ça, si vous continuez à expandre l'OTAN, eh ben nous, on ira du côté de la Chine. Et là, Biden dit, ah mais ça m'a fait éclater de rire. Je dis, pourquoi vous n'allez pas du côté de l'Iran? Et tout le monde s'esclaffait. C'est vraiment intéressant. C'était en 1997. Exact. On se retrouve juste après cette petite pause. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous avez des questions sur la Chine. Laurent Michelon est là pour y répondre. Entrepreneur en Chine, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée aux éditions Perspective Livre. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et avec Laurent Michelon, ce livre que je vous recommande, qui est passionnant, si les relations entre la Chine et l'Occident vous intéressent, comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémon isolé. La superpuissance réticente, c'est la Chine. L'hégémon isolé, les États-Unis. Aux éditions Perspective Libre. Alors, je l'ai dit, Laurent Michelon, vous passez encore 20 ans en Chine, quand même, c'est 20 ans, c'est beaucoup. Pékin, Shanghai, Taïwan aussi, l'autre Chine, et tu vois. Alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à dire à tous les gens qui vous parlent de la Chine, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a de tout, il y a évidemment les gouffres et les bonnes choses, mais comment vous parleriez aujourd'hui à nos auditeurs, justement, c'est ce qu'on est en train de faire, et sans caricaturer ou schématiser, Vaudrey, la Chine, qu'est-ce que c'est la Chine aujourd'hui ? Je dirais, la chose que je dirais aux auditeurs, c'est d'ailleurs, ce sont vos auditeurs qui m'ont posé cette question en me disant, mais pourquoi est-ce que tu vis depuis aussi longtemps dans un tel pays ? En me disant, sous-entendu, un pays aussi horrible, voilà. Ouais. Et en fait, c'était un petit peu une provocation parce que ça voulait dire, en fait, on sait très bien que ça ne peut pas être aussi négatif que ce qu'on lit dans les médias occidentaux. Il y a forcément des bonnes choses, on sait qu'on ne nous en parle pas, mais on ne sait pas où aller, où trouver l'information. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et que vous travaillez pour des sociétés chinoises et des sociétés européennes. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, la première chose que je disais aux gens, c'est d'abord venez vous rendre compte par vous-même. Vous verrez que c'est pas aussi. C'est pas blanc et noir. C'est pas blanc et noir, exactement. Et en fait, si on regarde un peu les Occidentaux, pas juste les Français, mais les Occidentaux qui vivent en Chine de leur propre choix, pas des gens qui sont envoyés pour 3 ans sans avoir le choix de leur affectation, mais tous les gens ont les étrangers qui vivent en Chine disent mais c'est un Eldorado, il y a énormément d'opportunités pour les étrangers, et donc je dirais, venez par vous-même, venez voir un petit peu. Oui, alors ça, vous verrez que c'est pas une dictature comme on nous dit, c'est un régime totalitaire. Personne ne dit que c'est une démocratie. Personne ne dit que c'est une démocratie. Mais il y a des. Alors qu'est-ce qu'il y a comme élément de démocratie ? Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a comme élément positif ? Parlons un peu de positif. Alors, après tout, on n'en parle pas tellement. Mais voilà. D'abord, c'est la Chine, c'est quoi, la deuxième puissance économique mondiale, ce qui veut dire des opportunités économiques pour tout le monde. Et d'abord pour les étrangers qui vont s'y installer. Les visas ont recommencé à être donnés la semaine dernière. C'est à nouveau ouvert, tourisme, affaires, tout ça. Vaccins, rien du tout. Rien du tout. D'accord. Ah oui, c'est fini ça. C'est fini, mais même à l'époque. Même à l'époque. Voilà, c'était un PCR qui était demandé. D'accord. Voilà. Donc là encore, on se dit un peu plus de liberté que qu'aux États-Unis, par exemple. Donc d'abord des opportunités économiques énormes pour les gens qui vont s'y installer, évidemment pour les pays d'origine. Et moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est de voir à quel point la France, et l'Union européenne en général, mais la France, sacrifie sa bonne relation économique et politique avec la Chine qu'on a depuis au moins le général de Gaulle. C'est notre premier partenaire économique. Pour l'Union européenne, pour la France évidemment, mais pour l'Union européenne, c'est le premier partenaire aujourd'hui. Et ce qu'on voit que l'Union européenne a fait en 2021, on a gelé
l'accord global sur les investissements qu'on avait signé avec la Chine. Ce qui aurait énormément aidé l'Union européenne d'un point de vue économique. Justement, vous parliez de se détacher un petit peu de notre tutelle américaine. Même commercialement, ça aurait été intéressant de l'avoir. Ça a été gelé complètement sur une seule question, sur la question des Ouïghours. La question des Ouïghours, qui a été activée dans les médias occidentaux sans aucune preuve. C'est quelque chose qui a été lancé dans les médias. Enfin, il y a des choses, c'est les Ouïghours. On ne peut pas dire que ça se passe très bien pour eux. C'est autre chose. C'est pas pour les Ouïghours, c'est pour des Ouïghours. Pour des Ouïghours. Voilà. D'accord. Donc il faut bien faire la différence. Si vous voulez qu'on parle de la question Ouïghour, on va en parler, mais moi je voulais qu'on reste sur, il faut que vous nous présentiez les opportunités, vous dites, seulement pour les étrangers, mais est-ce que pour les Chinois aussi, franchement, ça a changé? Parce que nous, quand on entend ça, je vous dis, c'est le Chinois absolument verrouillé, crédit social, les bonnes notes, les mauvaises notes. On a vu un spectacle, bon, c'était le Covid, avec, vous savez, tous ces espèces d'immenses camps, je dirais pas de concentration, mais enfin, quelque part. Donc, pour les Chinois aujourd'hui, ça fait 20 ans, vous avez ce recul. Est-ce que les choses évoluent comment? Alors, c'est vrai que la politique Covid a créé un choc dans la population parce que c'était très contraignant. Ça a duré longtemps. Ça s'est libéralisé du jour au lendemain, justement parce que le gouvernement a vu qu'il commençait à y avoir des protestations sociales de grande ampleur. Donc là, il y a eu un pas en arrière. Donc on peut se dire, est-ce que c'est pas une expression de la démocratie finalement? On voit très bien qu'en France, il y a beaucoup de protestations sociales et le gouvernement ne bouge pas d'un iota. Chine, c'est pas le même contexte, mais non, c'est pas le même contexte, mais on voit quand même qu'il y a le gouvernement qui est capable de dire une politique publique qui va trop loin, on fait un pas en arrière. En France, les pas en arrière du gouvernement, on n'en a pas vu depuis très longtemps. Donc, alors, vous me parlez du crédit social. Oui. Parlons-en. Le crédit social, c'est effectivement quelque chose qui existe. On a vu beaucoup de vidéos en France avec le vert, le rouge, les noms qui s'affichent à côté de la reconnaissance faciale et des choses comme ça. Ça s'adresse aux gens qui commettent des infractions et qui ont été condamnés pour des infractions. C'est pas parce qu'on traverse la rue au rouge qu'on se retrouve avec un crédit social négatif. Les gens qui ont un crédit social négatif sont des gens qui ont commis des escroqueries, qui ne s'acquittent pas de leur dû vis-à-vis de la justice, qui sont condamnés, et ensuite, parce qu'ils sont condamnés et qu'ils ne s'acquittent pas des amendes ou des choses comme ça, se retrouvent avec un crédit social négatif. Un crédit social négatif, d'ailleurs, qui peut remonter. Oui, c'est pas figé pour l'éternité. C'est pas figé pour l'éternité. Donc, et puis, moi, ce que je dis souvent sur le crédit social, c'est on a la même chose en Occident d'une façon différente. C'est notamment par les GAFAM. Les GAFAM qui censurent des propos, les GAFAM qui collaborent dans un partenariat public-privé avec les gouvernements, avec la police. On a vu aux États-Unis Twitter qui collaborait avec le FBI. Certes. Voilà. Enfin, la Chine a supprimé Internet pendant un moment. Vous êtes bien d'accord? On va dire que c'est un grand intranet en Chine. Un grand intranet. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas les GAFAM occidentales n'ont pas accès au marché chinois. Voilà. Oui, c'est quand même une censure. Oui, mais ce qu'on peut se dire, c'est que le citoyen chinois sait que ses données personnelles sont dans les mains du gouvernement, pas dans les mains de sociétés privées. Est-ce que ça change quelque chose? Exactement. Ça change pas grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que nous, en Occident, on n'a pas vraiment de leçons à donner là-dessus parce que on a la même chose, mais c'est privé. Alors, est-ce qu'on fait confiance au privé en France? Est-ce qu'on pourrait faire confiance aux GAFAM? Moi, je peux faire confiance au gouvernement. On l'a élu. Alors on pourrait se dire au moins. Juste un moment. Alors on va faire une petite pause, mais je voudrais que vous parliez en fait. Mais c'est bien qu'on en parle là, de l'évolution économique de la Chine. Est-ce que les Chinois, par exemple, par rapport à la période Mao, rapport à mais je veux dire, c'est intéressant de savoir, encore une fois, en dehors de tout jugement moral ou autre ou droit de l'homiste, qu'est-ce qui se passe actuellement, parce qu'on ne sait pas. Alors actuellement, c'est intéressant comme question parce que ce qu'on voit dans les chiffres de commerce extérieur avec les États-Unis par exemple, c'est que en 2022, le commerce entre la Chine et les États-Unis a encore battu un record historique. Encore, oui. En même temps, ça fait 4 ans qu'on nous parle de découplage économique entre les États-Unis et la Chine. Mais dans les chiffres, on a encore battu un record. En Europe, en 2022, l'Union européenne, tout pays confondu, a investi 92,2% fois plus qu'en 2021. D'accord. Tout en nous disant que la Chine est en train de s'écrouler, que la politique Covid était suicidaire. Donc on se demande un peu quel est ce jeu pervers que jouent les médias. On insulte d'un côté, on investit de l'autre. Et on va continuer à en parler juste après une petite pause. À tout de suite. Beaucoup de questions sur la Chine et vous pouvez y répondre au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler, on attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne dirai rien de la Chine, ne faisons pas de comparaison obscène. Laurent Michelon comprend dans la relation Chine-Occident, aux éditions Perspective Livre, un livre vraiment capital pour comprendre ce qui se passe et pour décrire la situation. Encore une fois, Laurent Michelon vit depuis 20 ans en Chine. Donc, Laurent Michelon, je voudrais savoir un peu par rapport... Oui, bon, vous dites ça, c'est très joli, tout ça, vous me parlez des bons savoirs. Enfin, c'est quand même un pays de parti unique. Alors, ce parti unique, en fond, il est là depuis toujours, depuis 49, oui, c'est pas mal. Et justement, je voudrais qu'on parle du parti unique et des élites. En fait, qui dirige la Chine? Qui sont ces élites qui dirigent la Chine? Alors, oui, effectivement, parti unique, donc le Parti communiste chinois, au pouvoir depuis 1949. Mais qui fait aujourd'hui des affaires. Enfin, qui laisse les gens faire des affaires. Tout à fait. Voilà, le mot communiste, c'est ce sur quoi les médias occidentaux s'accrochent en permanence. Mais le Parti communiste a depuis longtemps expliqué que sa gouvernance, c'était une gouvernance qui était une économie socialiste à caractéristiques chinoises. L'économie de marché. Exactement, bien sûr, l'économie de marché à caractéristiques chinoises. Donc, il n'y a pas de dogmatisme sur le marxisme ou des choses comme ça. C'est un pays qui fait des affaires avec tout le monde le sait, mais le politique supplante toujours l'économique. C'est le politique qui a la main. Exactement. Et quand il y a une dérive, parce que ce n'est pas une démocratie libérale, c'est pas parce que c'est capitaliste que c'est l'ultralibéralisme comme on a chez nous. Donc dès qu'il y a des dérives qu'un lobby ou qu'un pouvoir devient très important, on le casse. Ou qu'un entrepreneur, Alibaba par exemple, on lui explique que ça serait bien qu'il passe la main. Donc c'est le parti qui commande, enfin c'est la politique qui commande. Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage où je dis il n'y a pas eu d'épopée bourgeoise en Chine, parce que dès qu'il y a une caste qui pourrait se constituer en bourgeoisie et qui donc ensuite essaye de pénétrer le domaine politique, là le parti intervient et c'est stoppé net. Voilà. Donc oui aux affaires, mais non au lobbyisme. Alors c'est le parti qui forme les élites ou c'est les élites? Exactement. Alors le parti, il y a une école du parti et puis ensuite il y a un processus de filtrage permanent au sein du parti, ce qui fait que chaque membre du parti au moins fait preuve quand il arrive à une certaine position de pouvoir, il a fait preuve de sa capacité technique à gérer ses dossiers et sa loyauté. Son patriotisme, si on veut dire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est contrôlé en permanence. Sa connaissance également, on va dire, de la philosophie politique, parce que chaque cadre du parti doit régulièrement disserter sur la pensée de Xi Jinping, sur les derniers discours, des choses comme ça. Donc, ils sont impliqués dans le processus pour être sûr qu'ils ont bien compris. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le fait que le Parti communiste soit un parti unique, c'est un parti qui est condamné au succès. Parce que contrairement au monde occidental, avec le pluralisme politique, on ne peut pas blâmer son prédécesseur en disant on a hérité d'un pays On a hérité d'un pays avec des incapables. Exactement. Ou alors l'opposition m'empêche de faire ce que je veux. Là, il n'y a pas d'excuse. Donc le gouvernement, et ce qui explique la modernisation à grande vitesse de la Chine depuis les années 80, où on voit que cette vitesse, cette modernisation, qui n'est pas une occidentalisation, c'est ça que les Chinois Xi Jinping a déclaré récemment, il dit la modernisation de la Chine, ne croyez pas que c'est une occidentalisation. C'est ce que pensaient notamment les Américains quand on a forcé quasiment la Chine à entrer dans l'OMC, en se disant mais l'OMC va la changer. L'Organisation mondiale du commerce. Voilà. En fait, ce sont eux qui ont changé l'OMC. Ils en ont tiré profit, comme les Allemands, et donc du coup, aussi bien les Allemands que les Chinois se retrouvent à prendre des coups de bambou des États-Unis. Mais alors, justement, et je reviens à la question, donc les élites, elles sont formées dans et par le parti. Tout à fait. Entièrement. Tout à fait. Alors ça n'empêche pas qu'elles aillent aussi se former à l'étranger, puisqu'il y en a énormément qui sont allés étudier aux États-Unis, en Europe. Harvard, de Business School et compagnie. Exactement, exactement. Mais ça n'empêche pas, une fois revenu, de rentrer au parti, et puis ensuite de... Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le personnel politique en Chine, ce sont aussi des techniciens. C'est des gens qui ont des formations d'ingénieurs, c'est des gens qui ont une formation d'économistes, donc ils savent de quoi ils parlent. Oui, vous voulez dire, on nomme des gens qui ont quand même une certaine connaissance de ce qu'ils ont à faire. Et qui sont systématiquement mis à jour. C'est pas des gens qui se reposent sur un doctorat des années 80 et qui sont encore au pouvoir maintenant. C'est des gens qui ont suivi des formations, qui continuent à travailler et on voit le développement économique de la Chine en ce moment, c'est pas du développement privé, c'est pas non plus les entreprises d'État.
ce sont des partenariats publics-privés. C'est ça qui fait avancer la Chine en ce moment. Ah oui. Oui. Mais le privé, en fait, il a donc sa place, toute sa place, mais il doit obéir aux politiques. C'est bien ça. Pas obéir, si vous voulez, mais il y a des cadres qui sont fixés Ouais, et ça. dans lesquels ils ne peuvent pas dépasser. Ils doivent être dans un certain cadre. Tout à fait. Notamment, on va dire, par exemple, en ce moment, sur la présence physique des serveurs pour les données, ça ne peut plus être à l'étranger. Il y a beaucoup de boîtes qui plaçaient leurs serveurs aux États-Unis ou à Singapour ou quoi. Et comme c'est des données qui concernent la population chinoise, qui pouvaient être sensibles, le gouvernement chinois a fait changer la loi en disant il faut que les serveurs soient hébergés en Chine. Et pareil pour les sociétés étrangères. Alors, vous dites, en fait, comment on le voit, puisque le chinois de base, il y a un chinois de base, donc vous dites, il y a une classe moyenne en Chine. Bah oui, 400 millions de personnes. 400 millions de personnes. Oui, de classe moyenne. Oui, ce qui est énorme. Est-ce qu'ils ont vu, on peut dire aujourd'hui, je ne parle pas de l'épisode Covid, évidemment, qui a été très dur, mais est-ce que leur sort s'est amélioré depuis 20, 30 ans, etc. Ils ont suivi exactement la tendance inverse que notre classe moyenne a connue en Occident, c'est-à-dire que nous, c'est de la paupérisation, ce qui explique, jusqu'au niveau des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est beaucoup de gens qui étaient dans la classe moyenne puis qui se sont paupérisés. Bien sûr. En Chine, c'est le contraire. C'est 40 ans de progression économique, d'amélioration des conditions de vie. Et donc, forcément, les gens ne sont pas tous béats à féliciter le Parti communiste sur tous les dossiers, mais ils ont bien conscience que, d'abord, Mao les a sortis du féodalisme. Donc même en France où on fait de l'anti-maoïsme arabique, en Chine, Mao est encore révéré parce que les gens savent que malgré certaines dérives, malgré des grosses erreurs, il y a eu des millions de morts et des erreurs, bien sûr, des énormes erreurs, mais globalement, la Chine a été extirpée du féodalisme où les puissances occidentales l'avaient mis. Ne l'oublions pas. Voilà. Et ensuite, depuis 1978, Deng Xiaoping, début de la croissance économique qui n'a pas cessé jusqu'à maintenant. Donc, les gens, la pauvreté extrême a été éradiquée en Chine en 2021. Elle l'est vraiment. Elle l'est complètement. Il n'y a plus de misère. Il n'y a pas de gens qui ne mangent pas et qui ne sont pas hébergés en Chine. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes sûr, c'est même pas pas dans les campagnes. ça. C'est pas de la propagande. Même pas dans les campagnes et tout ça. Donc c'est la pauvreté extrême. Hein. Il y a des pauvres, bien sûr. Mais il n'y a pas de misère comme on peut voir dans des pays comme l'Inde. Et voilà. Avant, il y avait des zones rurales qui pouvaient être comparées à l'Inde. Ça n'est plus le cas. D'accord. C'est un énorme et donc, si vous voulez, alors c'est très intéressant parce que au fond, aujourd'hui, la Chine, ce n'est pas une espèce d'immense camp, de chape de plomb, de goulag énorme à la continentale. Quoi. Mais c'est justement rien que l'utilisation du vocabulaire que vous citez, qui est utilisé dans les médias, ça montre bien qu'il y a une tentative quand même de manipulation, parce que parler de camp, de goulag, ça nous renvoie à des époques révolues. On va en Chine, on est plus, dans des villes comme Shenzhen, on est plus dans le futur que dans le présent. Ouais. Il faut aller voir sur place, mais parler de goulag et de camp, c'est outrancier, et c'est outrancier à dessein. C'est fait pour. Et ça continue de façon permanente à essayer technologiquement et à tout point de vue d'avancer. Ça continue. Le 20e congrès du parti a fixé un objectif de 5% de croissance du PNB pour 2023. En mode marche ou crève, parce qu'il y a une énorme sélection toutes les sociétés qui ne peuvent pas suivre passent en faillite, mais ceux qui restent, c'est des bêtes de compétition, et on leur a dit 5% de progression du PNB pour tous les acteurs économiques du pays, y compris pour la Chine au niveau international. Donc, et on l'a vu, dès que la politique du Covid-0 a été annulée, l'économie est repartie, avec quelques problèmes, puisque la pollution qui avait disparu, qui était en baisse, là, elle revient petit à petit. Alors elle ne reviendra pas, je pense, à des niveaux où elle était il y a 5 ou 6 ans, parce qu'il y a eu des grosses améliorations technologiques aussi qui ont été faites. Mais parce que c'était assez terrible. Dans les années 2013, 14, 15, c'était incroyable. Ouais. Très intéressant. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs ? Nous avons beaucoup d'auditeurs, mais vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Et on accueille tout de suite Martine des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur vos ondes, c'est très très gentil. Je voulais simplement vous faire part de mon étonnement, parce que j'ai une personne de ma famille très proche qui travaille en Arabie Saoudite, et il y a eu la semaine dernière à peu près un accord extrêmement important, considéré comme tel dans ces pays, entre l'Iran
et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays quand même pas tout à fait conciliants, eh bien, c'était avec le parrainage de la Chine et des Russes. Donc c'est un accord extrêmement important parce que ça tourne complètement le dos aux États-Unis. Et donc ils se sont mis d'accord et ils ont signé un accord. Bon, pas pour tout, évidemment, c'est pas idyllique, mais ça tourne le dos complètement à la politique américaine. Voilà, je suis très étonnée parce que personne n'en parle. Bah, écoutez, nous en tout cas, je peux vous dire qu'on en a parlé, et justement, je voudrais avoir. Non, mais c'est bien, Martine, que vous posiez ce problème parce que il y a eu Xi Jinping chez Poutine à Moscou, donc les Chinois et les Russes, et puis il y a cet accord effectivement. D'ailleurs, le président iranien va venir chez Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Exactement. Et il était à Pékin il y a en février. L'Iranien. Oui, exact. Alors ça signifie quoi, ça? Ça c'est une. Merci de faire cette remarque parce que j'avais peur de pas pouvoir en parler, mais ça montre que la Chine est en train de prendre c'est plus seulement une puissance économique, mais c'est une puissance diplomatique. Elle est en train de prendre un rôle de médiateur sur des questions dans lesquelles les États-Unis et l'Angleterre étaient en fait des rôles de perturbateurs en fait. Et on voit effectivement qu'entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont on va dire les deux ennemis régionaux, dans un endroit qu'on appelle le Moyen-Orient, mais qu'il faudra bientôt appeler l'Asie de l'Ouest, puisque le centre est en train de changer. L'Eurasie. Voilà. La Chine est en train de devenir donc un médiateur sur des questions aussi fondamentales que ça. Et c'est pas fini. La semaine prochaine, Xi Jinping est rentré, il reçoit Lula. À Pékin. Brésil. Donc les BRICS, on voit, voilà. Et l'Iran qui demande à rentrer à l'organisation de coopération de Shanghai. Donc on voit que vraiment la Chine est en train de devenir un acteur majeur des relations internationales et c'est plus juste l'usine du monde. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore quelques années. Oui, exactement. Parce que c'est justement ce que j'explique par superpuissance réticente, c'est que pendant de nombreuses années, la Chine n'a pas voulu rentrer. Mais maintenant, on se rend compte que les États-Unis sont tellement un acteur irrationnel et perturbateur des relations internationales. Pour le moment, il ne faut pas jeter les États-Unis avec l'eau du bain. Non, mais la Chine et la Russie ne le jettent pas avec l'eau du bain. Mais ce que globalement, on va dire, la Chine et la Russie disent, maintenant c'est un monde multipolaire. Les États-Unis sont un pôle régional, mais il y a d'autres pôles régionaux maintenant. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et avec nos auditeurs. Oui, restez bien avec nous et continuez de nous appeler au 0826 300 300. Après la pub, on accueillera Pierre de Brest. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Laurent Michelon, entrepreneur en Chine et auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée aux éditions Perspectives Libres. Vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Pierre de Brest. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Tout d'abord, Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Berkov. Merci à toute l'équipe de Sud Radio. Vous faites un travail fantastique. Merci aussi à votre invité aujourd'hui, Monsieur Michelon, dont l'exposé est vraiment remarquable. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Michelon. Est-ce que vous pouvez préciser? Tout à l'heure, vous avez parlé des Ouïghours en disant qu'il y avait donc des persécutions, si ce mot est exact, contre des Ouïghours, mais pas contre les Ouïghours. Donc voilà, c'est clair. C'est vrai, bonne question, Pierre. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Je vous remercie beaucoup. Oui, parce encore une fois, merci, Monsieur Berkov. Merci à tout le monde. Merci à vous, Pierre. Oui, justement, parce qu'il y a eu quand même des choses assez terribles qui se sont passées. Et vous dites, moi aussi ça m'a frappé, et c'est bien que Pierre ait posé la question, vous dites des Ouïghours, pas les Ouïghours. Alors, précisez. Pourquoi des Ouïghours? C'est des Ouïghours qui étaient radicalisés à l'islam radical. Donc, en fait, les Ouïghours, c'est 12 millions de personnes. Le Xinjiang, c'est une province qui est grande comme 3 fois la France. Il y a le nord et le sud. Le sud est contigu à l'Afghanistan. C'est cette région-là qui a été, par la porosité des frontières, parce que c'est très montagneux, et puis c'est une zone où il n'y avait pas grand monde jusqu'à, on va dire, dans les années 2010. Il y a eu une radicalisation de certains Ouïghours. Certains sont partis s'entraîner en Afghanistan, d'autres sont partis en Syrie. Et ces gens-là donc sont revenus. Et c'est en fait, les Ouïghours, c'est depuis 1988
qui a un front de libération de ce qu'ils appellent le Turkestan, Turkestan oriental. Donc, il faut se poser la question, le Xinjiang, les Ouïghours font partie de la Chine depuis au moins 1300 ans. Il n'y a jamais eu de mouvement de séparatisme. Et là, en 1988, soit 6 mois avant la sortie de la Russie soviétique, l'entrée de la Russie soviétique dans la sortie de la Russie soviétique d'Afghanistan, il y a ce mouvement qui se crée. Pourquoi pas avant ? Alors, la réponse a été donnée par Brzezinski lui-même dans ses mémoires, où il avait dit, en 1978, 6 mois avant que l'Union soviétique rentre en Afghanistan, la CIA était déjà en train d'entraîner les Moudjahidines. Et le jour où l'Union soviétique est rentrée en Afghanistan, Brzezinski lui-même a dit à Carter, ça y est, j'ai donné leur Vietnam aux soviétiques. Aux soviétiques, absolument. Voilà. Et vous dites que l'histoire des Ouïghours est liée à ça, enfin de certains Ouïghours. C'est lié à ça, de certains Ouïghours. Donc ceux qui sont proches le sud du Xinjiang est effectivement une zone qui a été radicalisée par son contact avec l'Afghanistan. Le nord, pas du tout. Toutes les élites politiques du Xinjiang sont des Ouïghours. Il y a une énorme, il y a un énorme mouvement de population par des Han au Xinjiang, qui était faite pour le développement économique. Oui, ils ont envoyé beaucoup de Han de l'ethnie. Bien sûr, parce que ce que le gouvernement a compris, c'est qu'une zone qui était si éloignée des zones côtières où se passe le développement économique, une zone de pauvreté à l'époque où en plus l'Asie centrale n'était pas encore on va dire un hub économique. La pauvreté allait forcément favoriser le radicalisme. Voilà. Donc ils ont dit, il va falloir développer économiquement, donc train à grande vitesse, centre spatial, agriculture. Ils n'ont pas fait un transfert de population? Non, pas du tout. On retrouve toujours des Ouïghours partout en Chine, jusqu'à Canton. D'accord. Il y a eu du terrorisme ouïghour, dont certains médias occidentaux ont parlé d'ailleurs, à Chengdu, à Guangzhou, à Pékin, il y a eu des attaques à la bombe et puis en Chine, quand il y a une bombe, il y a plus de morts qu'en Occident. Voilà. Donc ça a été très très grave, ça a été repris en main par ce que les médias occidentaux appellent des camps de rééducation ou de concentration selon les journaux, mais qui sont en fait des écoles où on apprend aux gens un métier, la langue chinoise, parce que ce sont des citoyens chinois, mais qui ne parlaient pas le chinois. Mais pardon, juste Laurent Michelon, on ne va pas rester là-dessus, mais quand même, il y a eu quand même, on a forcé, alors les femmes dévoilées, le jambon obligatoire à manger, etc., pour les populations musulmanes. Est-ce qu'il n'y a pas eu forcé? Il n'y a pas d'obligation à manger du jambon, non. Parce que ça a été dit. Oui, je sais, mais il y a des âneries énormes qui ont été dites. On a parlé de stérilisation forcée des femmes, on a parlé de tout. Et vous dites que c'est faux. C'est complètement faux. Puis je ne suis pas le seul à le dire, il y a d'autres Français qui sont allés, qui ont passé beaucoup plus de temps au Xinjiang. Monsieur Maxime Vivas, par exemple, qui a sorti un livre sur le Xinjiang. Il a passé 2 ans là-bas, je crois, et il a dit, mais non, pas du tout. Alors il y a des écoles, on apprend un métier, on apprend le chinois, on apprend effectivement, il y a on va dire une mainmise, mais une surveillance des mosquées. On peut le dire, oui. Une surveillance des mosquées sur le contenu des prêches. Donc il y a des caméras dans les mosquées, parce qu'on veut s'assurer que c'est pas un islam radical. Pas un islamisme radical. Voilà. Donc ça, oui, mais la question, c'est on n'aurait pas dû faire ça plutôt chez nous aussi. Voilà, bon, la question est posée. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le vocabulaire outrancier qui est utilisé, il est fait pour nous rappeler, nous envoyer aux années 30. À l'époque, oui. Voilà. Ou goulag, ou etc. Voilà. Merci Pierre. Lucien, merci beaucoup Pierre. Et on accueille César de Bayonne. Bonjour César. Oui, bonjour César. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour. Alors juste, j'ai une super observation que j'ai faite depuis 1 mois et demi qui m'enthousiasme beaucoup, c'est Albert Einstein. Parce que figurez-vous qu'il n'a pas écrit, c'est exactement par rapport au sujet actuel. Actuellement, donc bonjour à Monsieur Michelon, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui n'aiment pas du tout que beaucoup de pays s'arment, beaucoup de pays sont en train de s'armer aujourd'hui, et ça fait peur à beaucoup de gens. Et Albert Einstein, là-dessus, lui qui a connu la guerre, lui qui avait été assez terrorisé par la guerre, tout ça, lui, son objectif, sa résolution, parce qu'il a écrit un livre en 1949 qui s'appelle Comment je vois le monde. Et dans ce livre, en fait, sa vision, c'était que plutôt qu'un pays s'arme contre un autre, parce que les armes sont de plus en plus puissantes aujourd'hui, jusqu'à ce que ça dégénère, bien sûr. Lui, son idée, c'était de mettre en place un gouvernement planétaire. Donc, c'était un grand universaliste. Le gouvernement mondial, oui.
Oui, mais attention, André Berkoff, c'est pas le nouvel ordre mondial de Joe Biden. J'ai ou bien des Bush. compris. C'est pas Voilà. M. Schwab, c'est M. Voilà, Einstein, donc, c'est pas les mêmes. Hein. Voilà, exactement. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est cette diversité de l'universalisme. Ouais. Et ce que je voudrais juste dire ici, c'est que quand on connaît Albert Einstein et quand on connaît Charles de Gaulle, qui lui, pour le coup, était un grand souverainisme et qui s'ouvrait au monde, qui s'est ouvert à la Chine, qui s'est ouvert à la Russie, et il disait d'ailleurs, il faut une troisième voie, ni le communisme de la Russie à l'époque, c'était Charles de Gaulle qui disait ça, ni l'hypercapitalisme américain, et c'est pour ça qu'il était sorti de l'OTAN, c'est pour proposer une troisième voie. D'accord. Et César, vous avez une... Oui. Mais non, c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur des armements, et l'universalisme entre les États-Unis ou entre l'Occident et les Orientaux, même qui inclut l'Inde, ça rassurait beaucoup de gens, et c'est ce que je voulais dire à M. Michelon, et ce qu'il en pense, voilà. Alors oui, je vais rebondir sur le terme d'universalisme. Justement, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'elle n'a aucune prétention que son modèle soit universel. C'est-à-dire qu'elle explique à tous les pays du Sud global, donc tous les pays qui sont encore en développement, elle leur dit la Chine n'est pas un modèle à suivre. Le modèle chinois marche pour la Chine. Il y a des éléments dans lesquels vous pouvez vous inspirer, mais la troisième voie. Ils n'ont pas l'ambition de dire c'est notre système qui est le meilleur. Exactement. Ouais. Autant les États-Unis le disaient clairement. Hein, ils disaient il y avait une expression, un acronyme qui s'appelait TINA. Aussi, l'Europe aussi. Voilà, exactement. Nous apportons les lumières. Exactement. C'était pas faux complètement. Il ne faut pas non plus jeter les lumières avec l'eau du bain. Voilà, mais on nous disait qu'il n'y avait pas d'alternative à ça. Hein, voilà. Fukuyama, there is no alternative. Fukuyama et compagnie. Voilà. La Chine n'a pas cette ambition. Elle explique bien aux pays du Sud avec qui elle collabore qu'elle peut apporter des éléments de solution pour qu'ils trouvent leur modèle, mais chacun trouve sa propre voie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la différence d'ambition de la Chine. On voit qu'il n'y a pas d'ambition d'hégémonie, il n'y a pas d'ambition revancharde, comme on peut lire dans certains journaux. C'est vraiment, la Chine, depuis toujours, a voulu être prospère et en paix avec ses voisins immédiats. Le reste... Et en même temps, pour qui veut la paix prépare la guerre. Hein. Exactement. On ne l'oublie pas, et la Chine, comme les autres. Obligé. En tout cas, vous retournez bientôt en Chine. Oui. Vous y êtes bien, vous ? Oui, j'y suis très bien. Je suis très bien. Et j'invite tout le monde à laisser les journaux de côté un petit peu et à prendre un billet d'avion si c'est possible. Hein, c'était moins cher quand on pouvait prendre le train. C'est vrai, oui, maintenant c'est un peu loin. Voilà. Merci Laurent Michelon. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Laurent Michelon, entrepreneur en Chine et auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée aux éditions Perspective Libre. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.